Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va voir des recommandations concernant l'intubation difficile qui portent aussi ces recommandations sur l'extubation et ce sont des recommandations éditées par la SFAR SRLF aussi qui datent de 2016-2017 mais des recommandations récentes, et ça fait 4 fois que j'utilise ce mot dans une même introduction. Bref, il y a des dernières recos qui datent de 2022. Ce sont des recommandations publiées par l'American Society of Anesthesiologists pour mon super accent anglais, et on va voir un petit peu de quoi ça parle. Remettons un peu les choses dans le contexte. L'intubation en anesthésie-réanimation, c'est une procédure qui est à haut risque et qui est associée à une incidence élevée de complications, c'est de 20 à 50%, et c'est fortement à risque de mortalité, surtout dû à l'hypoxie qui est fréquente et à des troubles au niveau de l'hémodynamique. Ça va de collapsus au trouble du rythme. Bref, on verra les complications. Mais le plus important, surtout le plus important, bien que ce soit une procédure qui soit à risque, c'est surtout de maintenir l'oxygénation. Si vous devez retenir un seul mot, c'est oxygénation. C'est vraiment la seule problématique. Et donc, pour ce geste, cette procédure qui est très à risque dans l'hôpital, donc au sein d'un contexte sécurisé, eh bien, on peut imaginer déjà que si c'est à risque au sein d'un établissement, dans un environnement safe, on peut imaginer qu'en SMUR, on effectue cette procédure, hein, bien évidemment, heureusement pour les patients, et donc c'est d'autant plus à risque, hein, puisque l'environnement est encore plus hostile qu'à l'hôpital. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une intubation difficile? Puisqu'il faut différencier la notion de difficile de compliqué, de complication. Donc l'intubation difficile, c'est quand il y a plus de 2 tentatives. Alors est-ce qu'on peut prédire cette intubation difficile? La réponse est oui, il y a des scores prédictifs. Le Makosha score, c'est quand il y a donc plusieurs caractéristiques, plusieurs critères, comme le score de mal-empathie de 3 à 4. Donc en fait, c'est l'ouverture de bouche qui est faite à ce moment-là, assis, tête en extension, langue tirée, où on évalue eh bien, la hauteur de langue, enfin de la base. Et quand en fait on ne voit pas, on voit plus la luette, eh bien le score de mal-empathie augmente. Et donc on sait que la procédure va être à risque quand on arrive dans les grades 3 et 4. Le A de Makosha, c'est pour l'apnée du sommeil. Le C pour l'atteinte, la limitation cervicale. Le O, c'est pour l'ouverture de bouche qui est petite. Vous vous doutez qu'avec une ouverture de bouche toute petite, ça va être difficile de se frayer un chemin. Le coma, de base. L'hypoxémie et l'absence d'entraînement. Donc ça dépend de l'opérateur. Plus il est entraîné, plus le geste est sécurisé, entre guillemets, même si ça peut mal se passer avec de l'entraînement. On retient aussi l'obésité et la grossesse, qui peuvent être plus à risque en eux-mêmes intrinsèquement, c'est plus difficile, mais aussi parce qu'il y a un risque d'atélectasie, et un patient qui a de la barbe, beaucoup de barbe, qui est édenté, ronfleur, donc c'est encore une fois l'apnée du sommeil. Bref, en gros, le plus dur, le plus difficile, la personne la plus difficile à intuber, eh ben c'est le Père Noël. Le Père Noël enceinte, hein, exagérons. Pourquoi maintenant une intubation peut se compliquer? Donc on a vu dans quel cas c'était difficile, c'est une procédure qui va être difficile. Eh bien, il y a des complications durant cette intubation qui peuvent se produire, des complications sévères, donc c'est l'hypoxémie sévère, le collapsus cardiovasculaire sévère jusqu'à l'arrêt cardiaque pouvant mener au décès. Encore une fois, on retrouve l'oxygène et des complications plus modérées, donc une intubation qui est difficile. Vous voyez qu'une intubation difficile, c'est une intubation qui se complique. Des troubles du rythme, une intubation œsophagienne, donc on n'est pas dans le bon trou, une inhalation, si jamais il y a des vomissements par exemple,
une agitation trop importante, des bris dentaires. Bref, il y a de quoi faire pour les complications. Le but, l'objectif principal pour limiter ce risque de complications, ça va être d'anticiper l'oxygénation. C'est l'anticipation de l'oxygénation. On va voir donc comment anticiper l'oxygénation avec deux techniques. Il y a la technique de préoxygénation dite conventionnelle. Alors c'est une procédure qui est courte, hein, même en cas d'urgence, ça dure environ 3 minutes, où on essaye de la faire durer 3 minutes. L'idée, ça va être d'augmenter les réserves avant le geste pour permettre un temps d'apnée ou d'absence d'apport de l'oxygène. Et malgré l'absence d'apport d'oxygène, on peut tenir un peu moins de enfin, on peut tenir moins de 2 minutes s'il n'y a pas de préoxygénation et avec une bonne préoxygénation, on peut tenir jusqu'à 8 minutes. Donc ça nous laisse le temps de gérer quand même les voies aériennes supérieures. L'idée, hein, vraiment, c'est d'augmenter les réserves avant le geste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle technique, quel matériel est utile pour cela? Au bloc opératoire, on peut utiliser la fraction d'oxygène télé-expiratoire. Donc ça va être la fraction, comme son nom l'indique, d'oxygène qui est expulsée par l'organisme. L'oxygène, normalement, c'est 21% dans l'air utilisé à l'inspiration, mais s'il en reste à l'expiration, ça veut dire que on a été très efficace pour en apporter et saturer l'organisme d'oxygène. Donc s'il y a une fraction qui est supérieure à 90%, c'est qu'on est vraiment efficace pour la préoxygénation. Et on peut positionner le patient si le morphotype l'y oblige. Par exemple, un patient obèse, on va le mettre dans cette position dite proclim pour permettre d'aligner un peu l'axe des voies aériennes supérieures. On peut utiliser la VNI avec une aide inspiratoire, ça c'est possible, que ce soit même en SMUR ou bien en réanimation ou en anesthésie, ça peut se faire. Et ça permet de prévenir les épisodes de désaturation durant l'intubation. On peut aussi utiliser d'autres matériels comme l'oxygénothérapie à haut débit s'il n'est pas très hypoxique, le patient, ça c'est grade expert selon les recommandations, sachant que en SMUR, ça se fait pas trop parce qu'on n'a pas le matériel. Maintenant, le patient est en apnée, on peut quand même lui apporter un petit peu d'oxygène. Donc c'est une insufflation qui va être nasopharyngée. Soit on peut utiliser les petites lunettes à oxygène, hein, donc des canules d'oxygène. Petit débit, 5 litres, c'est toujours ça de prix. Ou l'oxygène nasal à haut débit, encore une fois. Il n'y en a pas en SMUR, pas pour tous les SMUR, je pense. C'est plus difficile à mettre en place, mais ça peut toujours être utile d'apporter un petit peu d'oxygène à ce moment-là. On va faire une petite parenthèse maintenant sur le matériel à utiliser parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de choses à voir et à connaître. Donc pour le matériel, en haut à droite, vous voyez le fameux BAVU, le ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle. Le BAVU, je n'en parle même pas parce que c'est le matériel de base. Donc bon, il faut l'inclure, évidemment. Ce petit truc, c'est pour mesurer le TCO2, c'est-à-dire la capnie. C'est le contrôle capnographique, la capnographie. Donc c'est vraiment le matériel ultime à avoir toujours la capnographie. Grade 1, c'est vraiment le truc à avoir pour intuber. Ça permet de vérifier si on est bien dans le bon trou. Donc c'est vraiment le matériel à utiliser. Obligatoire. Bien sûr, si on veut intuber, il faut une sonde et une seringue. Alors ça va de soi, mais je le présente quand même. Donc la sonde avec le petit ballonnet au bout qu'on va devoir gonfler avec la seringue. Il faut un manche et une poignée de laryngoscope parce qu'on ne va pas y aller avec la main. Si on a les lames, donc les lames métalliques qu'on va clipper avec le manche ou le poignet du laryngoscope. Puis le petit truc bleu qui est à l'écran, c'est un mandrin long béquillé, aka un mandrin Teichmann, très utile si jamais on ne voit pas très bien. Et après, on peut utiliser d'autres outils comme le vidéolaryngoscope, si on est face à un échec, ou même si l'intubation est non réalisée, pour oxygéner le patient ou pour servir de guide, on peut utiliser un dispositif supraglottique. Je n'en parlerai pas tout à fait, je ne montrerai pas d'image, mais c'est un système qui se met très facilement et qui permet
de protéger les voies aériennes au besoin. Bien sûr, il faut un filtre, puisqu'on travaille proprement et si possible sans virus, pour une petite pensée à cet épisode magnifique du Covid. Et l'outil informatique nécessaire, ça va être le respirateur, parce qu'on va pas ballonner manuellement, même si ça peut se faire et si ça s'est fait avant. Et enfin, l'aspirateur de mucosité, donc c'est pas le Dyson, mais ça va être nécessaire quand même pour aspirer en cas de vomissement, d'inhalation, bref, pour éviter de remplir le poumon du liquide gastrique, c'est pas mal. Donc là, on a vu le matériel un peu de base qu'on utilise pour la procédure d'intubation qui se fait avec ce matériel, en tout cas en SMUR, principalement en préhospitalier ou aux urgences. On peut utiliser d'autres outils encore en anesthésie. Comment faire? Donc maintenant, le patient, il est sur le dos, il est donc inconscient, où il y a une indication d'intubation. Alors, vous voyez à droite encore cette position utilisée pour les patients obèses. L'idée, c'est de comprendre où aller, où se positionner et quoi faire. Donc le patient est allongé sur le dos, on va mettre la main dans la bouche, les deux doigts avec la main droite au niveau des arcades dentaires supérieures pour dégager la bouche, pour augmenter cette ouverture de bouche, voir vraiment ce qu'il se passe et glisser par la suite donc la lame. L'idée, ça va être donc d'aller se positionner au niveau de la glotte, au niveau de la base de la langue, pour faire un mouvement de traction vers les pieds. Et quand on s'insère, quand on va venir positionner en dégageant et en poussant la langue grâce au laryngoscope, on va arriver tout doucement et donc on va s'immiscer tranquillement dans les voies aériennes supérieures, se positionner au niveau de la glotte, de cette base de langue et faire la traction vers les pieds et uniquement vers les pieds. On ne tire pas vers le haut, sinon on arrache les dents et après il n'y a plus de dents. C'est pas bien de faire des bris dentaires. Et ainsi, on va pouvoir se dégager et voir ceci. Donc là, c'est la vue avec le score, le fameux de Cormac. C'est ce qu'on dit, Cormac 1, 2, 3, etc. Donc le 1, ça va, on est bien mis, on est tranquille, on voit très bien. Vous voyez, c'est cette vue magnifique, on est prêt à aller dedans avec la sonde, tranquille. Par contre, on voit rien avec le fameux Cormac 3 et 4, où là, à ce moment-là, on voit absolument que dalle. Et donc, il va falloir utiliser d'autres techniques pour intuber, d'autres outils. L'idée est donc de mettre ici la sonde d'intubation et non ici, plus bas, parce que sinon on va être dans l'œsophage. Petite parenthèse, s'il y a besoin d'un collier cervical, à ce moment-là, en préhospitalier, s'il y a un trauma cervical ou que sais-je, en traumatologie sévère, eh bien, on retire la partie antérieure du collier cervical pour pouvoir réaliser les manœuvres. On peut garder juste la partie postérieure ou alors céder d'un collègue. On fait ça à 4 mains, donc 2, ce sont les nôtres, pour faire le geste, et les 2 autres du collègue pour tenir, maintenir l'axe tête-tronc. La petite parenthèse en image, vous pourrez aller voir cet article qui est très bien fait sur l'intubation avec le mandrin long béquillé, aka le mandrin d'Eichmann. Vous voyez qu'il est un peu béquillé sur le bord. Comme ça, si vous ne voyez pas, donc en cas de Cormac 2, 3, 4 par exemple, on peut se glisser et remonter pour craqueler, pour entendre cette marche d'escalier des anneaux trachéaux. Et donc grâce à ce petit truc béquillé, au bout, on peut le sentir. Et on sent que l'on est bien dans la trachée. Et à ce moment-là, on va venir glisser la sonde d'intubation le long du mandrin béquillé et permettre l'intubation même si on ne voit rien. Un petit mot sur le vidéolaryngoscope par rapport au laryngoscope standard. Donc là, on est en vue indirecte puisqu'on ne voit pas directement, c'est la fibre optique qui nous permet de visualiser. L'objectif, ça permet d'améliorer la vision, le score d'intubation difficile, donc le Cormac, et c'est un taux de succès qui est bien supérieur d'après les dernières études et d'après les dernières recommandations de l'ASA 2022, donc à privilégier si on est à 2 essais de laryngoscopie standard,
donc direct. Plus ou moins Eichmann utilisé avec un burp, hein, c'est la pression au niveau cricoïdien, et on remonte aussi un petit peu. Si effectivement on est face à un échec, de 2 échecs, on peut utiliser donc la vidéolaryngoscopie, ou on peut même l'utiliser directement si on sent que la situation va être très complexe. Et ainsi, vous pouvez voir largement mieux qu'avec la vision directe. Un petit mot sur les drogues à utiliser, donc les médicaments, hein, je parle drogue pour l'anglais. C'est pas dans, enfin, ils développent pas beaucoup dans les recommandations, hein, donc je développerai pas non plus beaucoup, mais l'hypnotique, donc c'est pour la sédation, on utilise 2 molécules, surtout en préhospitalier, aux urgences, hein, c'est l'éthomidate, le fameux Ethocelo, donc l'éthomidate, 0,3 mg par kilo, on peut le répéter s'il y a besoin, donc on peut préparer cette ampoule de 20 mg. On en prépare une deuxième s'il y a besoin dans les 5 minutes après avoir réalisé le geste de l'intubation, comme ça c'est déjà prêt, on anticipe, hein, c'est le rôle des urgences, de l'urgentiste et du smuriste. C'est déconseillé en cas d'insuffisance, enfin c'est contre-indiqué en cas d'insuffisance surrénalienne, et c'est un peu hypotenseur. Donc si vraiment il y a une hypotension trop importante, à ce moment-là, on utilise la kétamine de 2 à 3 mg/kg. 2 mg/kg c'est suffisant. Et ça permet, hein, de faire cette stimulation sympathique et donc de lutter contre l'hypotension initiale et de permettre cette intubation tranquille pour éviter l'instabilité hémodynamique. Le propofol, c'est pareil, très très pourvoyeur, c'est très casse-gueule, hein, une forte instabilité hémodynamique. Donc plutôt réservé aux anesthésistes, au bloc opératoire, qui est d'ailleurs utilisé quasiment exclusivement. En tout cas, personnellement, je ne l'utilise pas, peut-être par défaut par méconnaissance, hein, ou par défaut de pratique. Voilà, donc l'étau, ça agit assez rapidement, comme la Keta, hein, en moins d'une minute, ça agit. Après, il faut relâcher le muscle, donc c'est le curare, c'est la deuxième grande classe de médicaments à utiliser. Il y a la succinylcholine et le rocuronium. Donc le succinylcholine, pas facile à dire, c'est le fameux cellocurine, Ethocelo, 1 mg par kilo. C'est très pratique à utiliser, c'est ce qui est quasiment utilisé exclusivement en préhospitalier, ou en tout cas le plus couramment. Et l'idéal, c'est que ce soit de courte durée d'action pour pouvoir agir, pardon, à nouveau si ça se passe mal. Par contre, la succinylcholine n'a pas d'antidote, c'est pas antagonisable, contrairement au rocuronium, s'il y a besoin, sachant que ça a été pensé parce que la succinylcholine a une durée de 5-10 minutes, alors que le rocuronium, ça décurarise pendant 1 heure. Donc heureusement qu'on peut l'antagoniser, le rocuronium. Bref, voilà, je ne m'y attarde pas plus que ça. Après l'intubation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On sécurise la sonde, heureusement, hein, parce qu'on ne va pas réitérer le geste qui a été compliqué, hein, on ne s'est pas embêté pour rien à intuber le patient. Donc on sécurise le ballonnet, la sonde, on attache tout ça bien comme il faut. Ensuite, on poursuit la sédation, plus ou moins la curarisation si nécessaire. Pour le respirateur, il y a une PEP minimale de 5 cm d'eau minimum, hein, après à adapter au contexte, et surtout le contrôle hémodynamique strict, entre guillemets, hein, parce que c'est pourvoyeur d'instabilité hémodynamique, surtout suivant la molécule qu'on utilise, et donc il faut préparer la noradrénaline, idéalement avant l'intubation, mais parfois c'est un peu fait dans la précipitation, suivant le contexte préhospitalier. Un petit mot sur ces recommandations de 2022. Qu'est-ce qui est dit brièvement? Globalement, à peu près les mêmes choses qu'avant, c'est-à-dire considérer la gestion des voies aériennes du patient éveillé, qui doit être aussi important que le patient sédaté. Donc, on évalue le risque du patient éveillé, le risque d'intubation difficile, et on se focalise là-dessus. Si on voit qu'on va être dans une procédure qui risque de mal se passer, on essaie de retarder l'intubation. Voilà, donc c'est toujours l'importance de l'évaluation du risque. L'intérêt de la capnographie, encore une fois, il le précise. Surtout, ce sont des niveaux de preuve pour la vidéolaryngoscopie et des schémas
à utiliser pour les procédures d'urgence. Donc c'est surtout en fait la preuve, du niveau de preuve qui est mis en évidence pour ces études, enfin pour ces recommandations, et des schémas très clairs avec des algorithmes pour l'adulte et aussi pour l'enfant. Mais bon, en préhospitalier, est-ce qu'on peut mettre en place une bronchoscopie rigide et l'ECMO? C'est pas sûr. Voilà donc les points clés maintenant, 4 choses. La préoxygénation, phase importante, accepter à temps l'échec et se repositionner éventuellement, le mandrin d'Eschmann, puis après rapidement la vidéo laryngoscopie, appeler à l'aide si besoin, entretenir les connaissances théoriques et pratiques et surtout, c'est l'oxygénation qui prime avant tout. Si vous devez retenir que 2 choses, intubation égale oxygénation, oxygénation, oxygénation. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, de lâcher un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait en amont. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.